Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser des croquis d'interprétation photographique. Donc voici un exemple. Donc la méthodologie qu'on va appliquer c'est celle proposée par Imbert, notamment dans cet article qui a été publié en 2013 qui s'appelle Les paysages lus du ciel, de l'intérêt de la photographie aérienne oblique, donc que je vous conseille de lire puisque il constitue la base de notre travail. Évidemment, c'est un exemple en géographie humaine. Nous, on va l'appliquer plutôt en géographie physique, mais globalement, vous allez voir, ça s'applique très bien, même si on va faire du coup des choix, des faciès un peu différents, mais ça, c'est propre à chaque discipline. Je vous conseille aussi la lecture de cet article, donc l'évolution des formes de littoralisation en Balagne. Euh, Pourquoi? Parce que vous allez retrouver à l'intérieur de cet article ces deux figures-là. Hop là, attendez que je mette ça correctement. Mince. Voilà. Donc cette photo ici à gauche et ce croquis d'interprétation ici à droite. Vous constaterez que l'approche pour l'interprétation de la photographie est un peu différente. Ici, on parle plutôt de ce qui est visible au premier plan, ce qui est visible au second plan et ce qui est visible à l'arrière-plan. Donc personnellement, même si c'est un peu plus commun comme manière d'interpréter les paysages, je préfère, en tout cas c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, passer par donc la proposition de Monsieur Imbert, qui est de décrire le paysage en trois étapes. D'abord en le décrivant par faciès, ensuite en décrivant des sous-ensembles et des sous-sous-ensembles ou des objets géographiques donc importants. Donc je vous laisserai lire les articles pour vous faire une petite culture générale sur le sujet, puisqu'évidemment ce n'est pas l'objet de ce cours. Ça, normalement, vous allez, par votre expérience au sein de la licence de géographie, acquérir ces compétences-là. Et donc nous, on va directement aller sur un cas d'étude, donc que je vous ai transmis par mail. Évidemment, si vous regardez cette vidéo par hasard parce que vous êtes intéressé par le croquis, ces lectures, n'importe quelle image fera l'affaire. Nous utiliserons donc cette image. Attendez que je vous la présente. Donc, cette image qui a été prise au pied du glacier Fox. Petite information, souvent quand vous prenez une photo avec votre téléphone portable, eh bien vous récupérez dans les propriétés les coordonnées géographiques du point de prise de vue, donc vous voyez ici dans les détails. Donc ça peut être utile notamment pour replacer l'observation et pouvoir, par exemple, regarder précisément où cette observation a été réalisée. Donc vous voyez, nous, l'observation a été faite depuis ici. Et donc, si on interprète correctement la photo, je vais mettre ça à gauche et ça à droite, et bien là on observe le glacier au fond, la rivière qui court ici, donc des massifs montagneux en face et de part et d'autre. Et donc, en observant ici, on comprend qu'on est, donc là on a une rivière qui vient, donc là on a le haut des glaciers, je vous montre d'un peu plus loin. Donc là où je passe, vous voyez entre West Coast et Canterbury, on a l'interfluve. On a aussi une interfluve qui est ici, qui rejoint la ligne de crête principale. Et globalement, là où on se localise, eh bien, on va retrouver une large zone d'érosion ici, qui vient créer un cône de dépôt alluvial qui est majeur là, qui vient carrément repousser la rivière contre le massif montagneux qui est ici. Et nous, en étant ici, on est en train d'observer dans cette direction. Donc le massif qui est ici correspond au massif qui est là. Et le massif qui est ici correspond à ce massif-là. Et ce cône-là, ce cône de débris, correspond à ce glissement de terrain ici, où on a la zone de départ là, et la zone d'accumulation, donc le cône de débris, ici. On voit aussi la plaine alluviale, enfin, en tout cas le lit majeur du réseau en tresse, donc qui est ici, qu'on voit là, et au loin le glacier, qu'on va retrouver à peine un peu plus loin, 1 km. Donc évidemment avec les effets de perspective, eh bien on n'a pas de vue
notre vue elle est cachée par ces massifs montagneux hein, qu'on va retrouver ici. Et on voit directement le glacier qui doit être à peu près cette zone-là apparaître au fond. Et en arrière-arrière-plan, on voit la ligne de crête là qui apparaît ici. Voilà, je vous ai relocalisé, on va dire, en plan cette photo-là. En réalité, la bonne démarche pour faire une interprétation d'une photographie de terrain, déjà, c'est d'avoir été sur le terrain et d'avoir mené toutes ces observations. Évidemment, là, je vous fournis la photographie, je vous replace dans le contexte, je vous fais des petites explications parce que vous n'y étiez pas. Mais il faut bien comprendre que l'objectif de faire ce type de description de photographie est de transmettre à la personne qui va le lire les informations que vous avez récupérées sur le terrain. Dans l'idée, vous voyez, on est dans un moment où les photographies aériennes vues zénitales sont extrêmement utilisées, où on a énormément de bases de données qui sont créées à partir de ça, hein, que ce soit la baie des forêts, que ce soit l'occupation du sol type Corinne Land Cover, etc. La réalité, c'est que c'est des supports qui sont très compliqués à l'interprétation, notamment pour le commun des mortels, puisque ça ne correspond pas à l'observation qui est faite par les gens en général, puisque nous, on a les pieds sur terre. C'est pourquoi, dans cette idée de modélisation, on va commencer par des observations de terrain traduites en carte. Ensuite, on ira sur des photographies obliques, donc c'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu d'altitude pour voir, pour faire un changement d'échelle et voir un petit peu plus largement. Et puis ensuite, on ira sur l'interprétation de photographies zénitales pour finalement comprendre comment sont constituées la majorité des bases de données de l'IGN, tout ce que vous retrouvez sur le géoportail ou tout ce que vous retrouvez sur Google Earth. Enfin voilà. Donc après cette brève introduction, nous allons passer sur le logiciel Inkscape pour réaliser le travail que je vous demande aujourd'hui. Donc comme d'habitude, avant même d'ouvrir le logiciel, la première chose à faire, c'est de créer un nouveau dossier qu'on va appeler BD pour base de données, TD1 puisque c'est votre premier TD, MO pour modélisation, et vos initiales. Donc moi c'est Julien Berthe, prénom Julien, donc J majuscule UL, du 8 et Berthe, BER, donc 3 initiales du prénom et du nom de famille, ce qui permet d'avoir une base de données qui a vraiment un nom unique et qui permet de localiser cette base de données dans la matière et dans la continuité de la matière, de savoir en gros que c'est le TD1 quoi. C'est important parce que déjà c'est important en général dans les SIG, dans le DAO et dès que vous faites des fichiers sur informatique, de centraliser l'information que vous allez exploiter pour la transmission. Donc il faut bien comprendre que c'est une étape qu'on fait au tout début pour qu'à la fin, on soit capable de bien transmettre nos données. Donc dans cette base de données, nous allons mettre l'image que vous allez récupérer depuis vos téléchargements, puisque vous l'aurez pris dans les téléchargements. Voilà. Donc là, voilà. Donc, à partir de là, on a notre image avant sa modification. Maintenant, on va aller dans le logiciel Inkscape. On double-clique. On a cette page qui apparaît et on va aller directement dans papier A4. De toute façon, on va le modifier dès qu'on va l'ouvrir. Donc là, je vais vous présenter la démarche qui est valable pour absolument toutes les productions graphiques que vous allez réaliser durant votre cursus. La première question à se poser, c'est quel est le format du document que je veux produire et c'est quoi son utilité. Si vous créez un document pour aller sur Internet, vous n'allez bien évidemment pas mettre le même format que pour un document pour aller dans un rapport. Nous, on va se dire que potentiellement c'est pour mettre dans un rapport, puisqu'on aimera avec ce type de croquis d'interprétation photographique mettre un petit texte qui l'explique davantage. Et donc, on va le faire au format 16 de large, puisque c'est dans un rapport le format assez standard, 16 ou 18 en général, mais dès que c'est relié tout ça, 18 ça commence à aller vachement sur les bords.
et 14 de haut. Bon, ça je vous le dis, c'est parce que j'y ai réfléchi vite fait avant. Je pense que ça va être la taille appropriée. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on va aller dans Fichier, on va aller dans Propriété du document. On va lui préciser qu'on veut créer un fichier effectivement en millimètres qui fait 160 de largeur et 140 de hauteur en millimètres. Des guides, tout ça, on pourra en ajouter après. Voilà, donc on a notre document et on va tout de suite créer, donc ici, dans les calques et les objets, on va venir verrouiller notre calque de fond. Moi j'aime bien le garder en dehors, donc on va l'appeler fond. On pourra potentiellement y ajouter un polygone de fond à la fin. On va ajouter un nouveau calque qui va s'appeler mise en page. Donc l'idée c'est de faire les éléments de mise en page pour réussir à percevoir la production qu'on veut faire au final. Pour information, notre photo, donc moi quand j'ai pris la photo, j'étais en format 4 tiers, donc on vérifie quand même que c'est le cas. 4032 par 3024, 32 multiples de 24, ok. Donc c'est bien du 4 tiers pile poil au pixel près. Donc on peut se dire, si on fait la conversion, qu'on fait 8 cm de large par, du coup, pour faire 4 tiers, 6 cm de haut. Donc là, vous voyez, j'ai créé un polygone au hasard, hein, mais je vais le modifier. Je clique sur le polygone. Je marque ici en longueur 80 mm, en hauteur 60 mm, et la position, je le mets en 0, 0. Voilà. Donc là, on a notre polygone qui est bien situé en haut à droite. Donc je vais cliquer sur CTRL, ça va me permettre de zoomer avec la molette de la souris en scrollant vers le haut. Donc on est bien au coin, ce qui est normal puisqu'on l'a aligné à 0, 0. Hein. On va créer un second polygone de la même taille, CTRL-C, CTRL-V. Et on va le placer ici. Ça me paraît un peu éloigné. Donc c'est peut-être pas 14, ça fait quoi? 4, 4, 4. Ah, pourtant ça fait ça. On a 6. Il en a 2 cm. Ah oui, cela dit, c'est ça. Mais ça paraissait plus petit. Donc on va faire 13 cm pour réduire un tout petit peu l'espace ici. Donc, propriété du document. 13 cm. Voilà. Et on va aller placer notre polygone de la même manière. Donc on va le mettre à X en 0 et en Y à 90, soit 1. Attends. Donc là, 60, 70. Autant pour moi. Voilà. Comme ça, on a nos deux emprises de nos deux images. Donc celle qui ne sera pas modifiée et celle qui sera un croquis. Et ici à droite, on aura toute la zone de texte, donc on pourra moduler en fonction de nos besoins. Donc là, zone de texte, je vais profiter pour tout de suite changer la couleur. D'ailleurs, celle-là aussi, on va changer la couleur. Voilà. Cette zone de texte, elle fait 80 de largeur, 130 de hauteur, et le localiser à 80 en X et à 0 en Y. Et là, elle est parfaitement localisée. Donc là, on a notre document tel qu'il sera présenté. On peut dès maintenant imaginer qu'on aura une zone de titre qui va être quelque part par ici. Et des zones, donc je peux mettre par exemple, oui, voilà comme ça, et des zones de légende. Donc si on reprend l'exemple qu'on a vu précédemment, on va voir une cartouche comme ça, une cartouche comme ça. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la même. Donc là, on va être à 6 et à 10. Ça me paraît pas mal. Là, j'ai envie que ce soit bien placé, donc je vais aller prendre ici, vous voyez sur la zone de gauche, un guide que je vais placer directement. Donc là, le guide, je vais le placer à, j'ai double-cliqué, 82, ça me paraît très bien.
Ce qui fait que je vais placer ça sur le guide. J'ai l'impression qu'il accroche pas grand chose ce guide. Double-cliquons. Non, que ça doit marcher. Et d'ailleurs, je vais placer un second guide ici, pas très loin de la fin. Donc aussi, on garde 2 mm de la fin. Donc 58. Angle 90, ok. Je sais pas pourquoi il y a un Y, voilà. Et on va aussi placer un guide en hauteur, toujours pareil, A2, hop là, A2 du bord. Voilà. Donc on peut ajuster notre zone de titre par rapport à ce guide-là. On peut ajuster CTRL-C, CTRL-V, nos faciès. Après on pourra être plus précis sur les prochains. Et on va prendre un petit peu de décalage, quelque chose comme ça, pour mettre les sous-faciès. Donc Y0, X 85 c'est bien, ça va nous faire arriver pile poil au milieu de... Oh non, il faisait pas 10 de large, il fait 10 de large, il est 82, 5, 87. Ah oui, c'est pour ça. Là on va vers 87. Ok. Et donc là on va mettre nos sous-faciès, CTRL-C, CTRL-V. Donc potentiellement on peut en avoir 1, 2, 3. Là, on va utiliser les outils d'alignement. Ici, aligner et distribuer. Si jamais vous ne les trouvez pas, ça va être dans tout ce qui est objet. Alignement, il doit être là. Aligner et distribuer, voilà, tout en bas. Et ça va vous ouvrir cet onglet-là. Donc ici, on peut les repousser vers droite, mais là, avec le guide, ils étaient tous bien alignés. Et surtout, on peut les distribuer, et notamment en distribuant les espaces entre les objets de façon régulière. Vous voyez, ça régularise l'espace qui est là et l'espace qui est là. Donc voilà, là, ça permet un peu de se projeter. Évidemment, on n'a pas encore écrit de texte, on n'a encore rien fait, mais ça sera le propos un peu plus tard. C'est simplement pour visualiser la figure telle qu'elle sera à la fin. Tout ce qui est affiché là, on ne le réutilisera pas. C'est-à-dire qu'à la toute fin, donc là je bloque le calque, on va juste venir décocher pour visualiser notre figure sans tout ce fond qu'on a créé ici. Ensuite, on va ajouter notre image. Donc on va appeler ça image. Enfin, on peut appeler ça photo aussi, puisque c'est une photo. Ajouter. Et on va aller chercher dans notre fichier. Donc l'image. Voilà. Donc là, j'ai glissé, déposé. Attendez, je vous le fais comme il faut. On ouvre notre base de données. Et donc là, depuis la base de données, on va venir le coller sur le logiciel. Donc il faut bien faire attention que la couche sélectionnée, ce soit la couche photo. Donc vous voyez là en bleu surbrillant. Et qu'elle soit ouverte. Donc on glisse et on dépose notre image. On a tout un tas de propositions. Donc là, il faut lire scrupuleusement le texte pour comprendre ce qu'il faut faire. Nous, on va incorporer, puisqu'on veut créer un nouveau fichier SVG. On ne veut pas qu'il y ait des liens entre cette image-là et notre plan de travail,
parce que si jamais vous ne m'envoyez que le SVG, bah après j'aurai pas toute l'information, et en plus moi je trouve ça plus pratique. Donc on laisse incorporer, on laisse déduire un fichier et on laisse aucun. Donc ça je vous laisserai lire pour comprendre à quoi ça correspond. Donc évidemment notre image elle est très très grande, donc on va la rétrécir, donc en prenant ici l'outil de sélection, en se mettant dans le coin, et là on peut le rétrécir. Vous voyez, je la rétrécis en déformant. Par contre, si je clique sur CTRL, je la rétrécis en conservant les proportions. Donc là, je vais aller me mettre dans mon petit espace qui est dédié à ça, ici. Comme ça, on est sûr que c'est la bonne taille. Et ici, on va venir le réduire de façon à ce qu'il fasse bien 80. Et oula, je vais verrouiller ici qui fait la répartition, la déformation répartie. Attendez, hop. Donc là c'est bon, et là je mets 80, et normalement là c'est mes 60. Impeccable. On est bien à 0, 0, tout est bon. Donc là on a notre première image. On va la copier une deuxième fois, et on va la coller juste en dessous. Donc là on se souvient qu'on était bien à 70, et ici à 0. Celle-ci on ne va pas la modifier, mais celle-ci on va créer tout un tas de modifications par-dessus. À ce stade, vous comprenez donc que dans le travail sur Inkscape et en dessin assisté par ordinateur en général, il est très important de bien préparer le travail avant même de le commencer, puisque là, nous allons seulement passer dans l'étape où nous allons vectoriser cette image et finalement produire le croquis. Donc à ce stade, on va bloquer ce nouveau calque en cliquant sur le petit cadenas ici, et on va créer un nouveau calque qui sera celui qui nous permettra de faire la vectorisation de l'image. Donc on clique sur ajouter un calque, on va l'appeler croquis. Et à partir de là, on va zoomer sur cette image qui va être le seul objet qu'on va modifier dans notre travail. Sur notre plan de travail, voilà, c'est le mot que je cherchais. On va créer ici un rectangle qui fait précisément la taille de notre photo. Donc on en crée d'abord un à peu près, et ensuite on va l'ajuster, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on se met bien à 70, 0 en localisation, donc c'est le point supérieur gauche, et en longueur et largeur, on se met bien à 80 et 60. Voilà. Plus vous allez faire un rectangle qui de base est conforme à votre rectangle ici, et plus les mesures vont être proches de ce que vous devez obtenir, et donc c'est facile à s'en souvenir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux moyens de vectoriser, donc un petit peu comme on l'a vu dans la petite vidéo d'avant avec l'outil de digitalisation, enfin de vectorisation libre, donc qui est celui-ci. Et on fait des polygones. Le problème, c'est que ça va être compliqué de les faire bien fitter, de les faire bien coller les uns aux autres. Par exemple, si je veux découper la montagne qui est là et la séparer du cours d'eau ici, ça va être hyper compliqué. Pareil, si je veux séparer ce cône de débris ici, ça va être compliqué. Donc ce que nous on va faire, c'est qu'une fois qu'on a créé notre rectangle, qu'il est bien placé, eh bien on va utiliser l'outil plume, qui est un outil de vectorisation directe, et on va venir juste visuellement séparer en plusieurs zones notre premier rectangle. Et ensuite on va faire une étape, vous allez voir, qui est assez importante. Donc on zoome, donc là je clique sur CTRL et j'utilise ma molette pour zoomer. Si je lâche CTRL, je peux toujours utiliser ma molette pour aller de haut en bas. Si je clique sur Mage, donc la flèche en dessous d'entrée, eh bien je peux aller en zoomant, en utilisant la molette à gauche et à droite, ce qui me permet de librement naviguer sur une image. Juste la molette au bas, le Mage gauche-droite et le contrôle zoom dézoom. Donc on part de l'extérieur de notre rectangle rosé qu'on voit ici. Donc vous, peut-être que le rectangle ne sera pas rosé. Donc ne pas hésiter à sélectionner le rectangle, aller dans l'onglet
fond et couleur, et à modifier. Donc moi je vous conseille de ne pas mettre de contour, et par contre de mettre un fond uni, ici, un aplat, de choisir la couleur de votre choix, et surtout dans A, donc c'est j'ai oublié, en tout cas c'est la transparence, et là vous choisissez, par exemple, là moi je suis à 17 de transparence, même vous pouvez mettre 30, hein, ça va encore, mais plus vous allez, moins vous allez avoir de transparence, moins ça sera possible de travailler sur l'image. Donc voilà, moi je trouve cette transparence là, 19, elle marche très bien, donc on va s'arrêter là-dessus. Donc là, on va sélectionner l'outil plume, on va zoomer ici. Donc l'objectif, ça va être de découper dans un premier temps cette montagne-là, la montagne qui est au fond ici, la montagne là, et la montagne ici. Donc je vous les ai déjà présentés au tout début. 2 montagnes de premier plan, une montagne de second plan, une de troisième et une du plan le plus au fond, hein, la ligne de crête. Donc pour ça, on va prendre l'outil plume, on va zoomer. Donc pensez bien, contrôle, on zoome, on dézoome, maj, on va de gauche à droite, rien du tout, on va de haut en bas. Ça nous permet de naviguer, on va bien partir de l'extérieur, et donc l'outil plume, je ne vais pas vous en faire, si vous voulez découvrir, on clique une fois, 2 fois, 3 fois, vous voyez j'ai créé 3 points, à 3 endroits différents. Si je reviens au point de départ, je crée un polygone. Si je clique une fois, que je maintiens le clic la deuxième fois, et que j'étends, je suis capable, vous voyez avec les petits ronds là sur les côtés, de créer une courbure. Hop, et le troisième point sera automatiquement courbé. Le quatrième l'est plus, sauf si je maintiens le clic. Mais par contre, vous voyez que celui du centre n'est pas courbé. Si on veut qu'il soit courbé, eh bien, il faut maintenir le clic à chaque fois. Hop, hop, hop. Voilà. Donc vous pouvez utiliser ça pour faire des jolies formes. Si jamais vous voulez vous arrêter là, vous avez juste à double-cliquer et la forme se termine. Mais en général, notamment avec cet outil-là, on referme la forme pour avoir l'emprise qu'on souhaite. Toujours est-il que là, pour le moment, on va être assez simple. On va faire juste le polygone. Donc, on part de l'extérieur de la forme et on y va juste en cliquant sans déformer la ligne. Ça simplifie le trait et de toute façon, puisqu'on va garder un zoom constant. Là, on est à 2200 de zoom. Vous le voyez ici en bas à droite. On va jamais changer ce zoom là. On va juste se déplacer. Ah bah super. Hop, voilà. On va jamais le changer, on va juste naviguer avec maj et avec la molette. Ce qui fait que on ne zoome pas, on ne dézoome pas. On fait des traits à peu près constants, voilà, de 1 cm sur l'écran. Donc après, c'est à vous d'évaluer la précision dont vous avez besoin. Si par exemple, oh mince, j'ai fait 2 points à l'extérieur, comment je fais pour corriger? C'est simple, CTRL-Z, CTRL-Z, et je suis revenu à 2 points avant. Hop. Et si jamais, oui non, de toute façon vous ferez avec des CTRL-Z, donc on va rester comme ça. Donc à partir de là, moi je vais passer en avance rapide, hein, puisque ça n'a pas d'intérêt pour vous de me voir tout faire en direct. Voilà, là je vais fermer le premier polygone. Je vais passer sur le deuxième, donc je sais qu'il est à droite de l'image. Je le vérifie avant de me lancer dans la vectorisation. Ok, il est bien. On part de l'extérieur de l'image et on recommence.
Donc là j'ai fait une petite erreur, donc je vais quand même vous expliquer comment faire. J'ai arrêté mon polygone alors que je voulais le continuer en double cliquant. Donc là je clique sur mon polygone, je clique sur l'outil plume, je reclique sur mon dernier point, et là je peux reprendre tranquillement mon polygone. Vous voyez, là quand je vais terminer, ça l'aura bien repris là où je l'ai arrêté. Bon là j'ai créé des points en plus, c'est pas bien grave, ça ne nous gênera pas pour la suite. Mais on peut quand même les déplacer ici avec l'outil nœud. On clique sur le polygone qui nous intéresse, on clique ensuite sur le nœud qu'on veut modifier, et voilà. Comme ça, ça ne créera pas de choses trop bizarres. Donc si jamais on s'est trompé à certains endroits, par exemple ici, on peut se dire, bon bah, on va le déplacer un petit peu, on clique sur le nœud, on le déplace un petit peu. Voilà. On peut aussi déplacer là. Vous voyez, si je clique au milieu, ça me permet de faire une petite arrondi pour aller chercher si jamais il me manque certains secteurs. Voilà. Et là, on est bon sur nos deux montagnes. Donc là, il va se passer quelque chose un petit peu étrange, c'est qu'on va repasser ici, du coup, et sur ce polygone-là, et sur ce polygone-là, puisque la base de cette montagne, enfin de cet ensemble de deux petites montagnes, passe ici sur cette limite-là, et sur cette limite-là. Donc comment faire? Eh bien, on va faire en sorte que notre plume passe à l'intérieur de ce polygone-là, fasse tout le tour, et passe à l'intérieur de ce polygone-là. Pas besoin d'être précis, puisque on va ensuite, vous allez voir, faire en sorte de les découper de façon cohérente. Et vous allez voir ça juste après. Donc je reprends sur la digitalisation, enfin sur la vectorisation de ce grand massif ici. On repasse à 2300, enfin 2200, voilà, et des bananes, impeccable. Et on y va. Donc voilà, on a terminé ce petit morceau là. On a aussi, maintenant on le constate une fois qu'on a fait ces polygones là, on a aussi un petit morceau ici qui correspond finalement à cette montagne là. C'est pas tout à fait ça parce qu'on voit bien qu'on a un cône de débris ici qui vient se poser là, qui est issu en fait d'un petit vallon qu'il y a entre ce massif là et le petit morceau de montagne qu'on voit là. Mais bon, c'est pas grave, on va le traiter après. Donc ce qu'on fait en attendant, c'est qu'on va venir créer juste un polygone un peu large comme ça, voilà, qui vient couper, puisque là c'est le début du cône de débris ici, voilà. Parce qu'en gros, ce qu'on essaye de faire là, c'est de dessiner toutes les formes qui sont liées à la géologie, donc c'est-à-dire tous les massifs de montagne. Donc le cône de débris là, le cône ici aussi, on le laisse de côté. Pareil pour le tapis d'éboulis là, etc., etc. On va maintenant digitaliser ce petit massif de montagne là et la ligne de crête qui est juste là. Pas la peine de zoomer plus que pour les autres, hein, il est plus petit, on a 2200, on reste comme ça. Hein. Donc vous allez le constater, quand on digitalise des choses qui sont petites comme ça, on a tendance à double-cliquer au même endroit, en tout cas c'est ce que comprend le logiciel. Du coup ça termine le polygone. Toujours la même solution, on repart du point qu'on a arrêté,
et il n'y a aucun souci. Voilà, là on a terminé de digitaliser donc tous les massifs qui sont liés à la géologie. Donc on va passer à l'étape dont je vous parlais tout à l'heure pour finalement redéfinir correctement ces polygones. Donc vous allez voir, c'est très simple, on dézoome, on sélectionne, donc avec l'outil de sélection directe ici en haut à gauche, outil de sélection, on sélectionne tous les polygones qu'on a fait, et ensuite ça va se passer juste là, au niveau de l'outil qui s'appelle, donc là je suis en train d'attendre que le message apparaisse, voilà, outil de construction de forme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on va cliquer dessus, je fais l'exemple, on clique dessus, vous voyez, on va passer dans un mode édition qui va nous permettre de fusionner des polygones entre eux et de créer des polygones indépendants par rapport à toutes les intersections. Là, puisqu'on avait un polygone rectangulaire à l'extérieur, eh bien vous voyez, ça définit à chaque polygone un polygone à l'extérieur du grand rectangle, un polygone à l'intérieur. Si je veux les fusionner, j'ai juste à cliquer et à glisser à l'extérieur, et là je crée un polygone unique. Là, si je le relâche, c'est devenu un polygone unique. Mais évidemment, nous, on ne veut pas ça. Donc, voilà, on les resélectionne. Et on veut en fait créer les polygones qui ne se superposent pas. Donc en fusionnant par exemple cette zone là qui est un peu plus foncée, parce que c'est la superposition de ce polygone là et de ce polygone là. Donc si je les mets dans des couleurs différentes, ça sera plus simple. Lui je vais le mettre en jaune, et lui je vais le mettre en bleu clair. Voilà. Donc on voit bien la partie jaune, c'est la partie qu'on souhaite fusionner. C'est-à-dire toute la partie jaune avec toute la partie verte. Donc, première chose à faire, bien repérer ce qu'on veut construire comme polygone, puisque on a 1, 2, hop, 3, on va mettre orange, 4, on va mettre vert, et 5, on va mettre blanc. Voilà. Ah, et on a aussi le petit polygone ici, où on veut mettre marron, voilà. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc on a aussi le polygone violet qui fait tout le tour, hein, qui est le rectangle. Là. Donc on veut créer un polygone pour la montagne de gauche, donc qui va prendre cette zone-là, la zone verte claire là, la zone marron, ça et ça, mais pas le petit morceau ici. Le polygone turquoise ici, il veut récupérer ce morceau-là et ce morceau-là. Le polygone jaune veut récupérer le morceau vert, et lui, il veut uniquement faire la zone qui est en rosé, et pas ça qui est pris à gauche, et ce petit polygone-là qui est pris à droite. Ok ? Donc ça, c'est important de bien regarder, parce qu'après, ça sera trop tard. On va être en niveau de gris, on verra plus rien. Donc on clique ici. Et là, on se rappelle, ça va avec ça. Ça va avec ça, ça et ça. Ça, c'est un polygone différent. Ça et ça va ensemble. Ça et ça va ensemble. Ça et ça aussi. Ça, c'est indifférent. Voilà. Donc on va aussi créer les polygones à l'extérieur pour les supprimer juste après. Le ciel, on peut le garder. On fera un polygone à part entière. Ici, ça va correspondre, si je ne me trompe pas, au glacier. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Donc pour le moment, on va le laisser comme il est. Hop, on arrête notre sélection. Donc on voit que le glacier est bien séparé de la montagne. Voilà, tout est bien séparé. C'est nickel. Donc à partir de là, on peut aussi supprimer ceux qui sont à l'extérieur. Voilà, celui-ci. Et celui qui est à l'extérieur là. Celui-là. Donc maintenant, donc ici on peut par exemple mettre le glacier en blanc. Et on peut enlever la transparence, comme ça on le voit bien apparaître, impeccable. On peut choisir des couleurs voilà, pour reconnaître les montagnes. Par exemple, on va choisir différentes couleurs
de rouge. Donc un rouge très foncé pour le fond. Pour le deuxième plan, un rouge un peu moins foncé. Ah, j'ai oublié, c'est celui-ci. D4000, ok. Impeccable. Et pour le premier plan, donc on maintient CTRL. Oh bah, pourquoi ça marche pas? Ah, c'est bon, il faut maintenir Maj pour bien en sélectionner deux. Et là, on va choisir un rose beaucoup plus clair. Et l'ensemble de ces massifs, donc le ciel, on va le mettre dans une teinte un peu grisée. Voilà. Bon, on peut le mettre bleu en fait, hein, bleu ciel. Voilà, c'est pas mal. Donc, on peut tout sélectionner, enlever la saturation. Pourquoi il ne veut pas m'en sélectionner plusieurs? Je devais mal cliquer. Hop. Donc là, visiblement, ils sont de la même couleur. Donc, je crois y en avoir. Voilà. Donc là, ça permet déjà d'avoir une première impression. Évidemment, il faudra ressortir les formes géomorphologiques après. Mais ça ne sera pas trop un souci. C'est juste pour avoir un peu une vue de l'esprit. Donc là, on a aussi ce petit morceau de montagne là qui finalement, donc on va prendre la petite pipette pour aller prendre la même couleur que ça, puisque même si c'est le versant opposé, ils sont au même plan. Donc on va dire second, deuxième et troisième plan. Enfin second, troisième et quatrième plan. Le glacier entre les deux. Donc maintenant, on veut séparer. Donc là, on a notre rivière qui s'arrête ici, puisque là, c'est un cône de dépôt. Donc là, si on décoche le croquis, voilà. Là, en fait, entre ces deux montagnes-là, il y a une rivière qui descend, qui va venir déposer un cône ici, un cône alluvial, avec la petite rivière qui est dessus. Là, à droite, c'est aussi un cône de dépôt, qui est lié à une rivière. Notre rivière principale qu'on voit passer ici, qui vient directement du glacier, en fait, elle passe entre ces deux endroits pour rejoindre le glacier par la gauche, là. Et ça, par contre, c'est pas un cône de dépôt lié à un torrent, c'est un glissement de terrain, donc c'est un cône de débris. Donc c'est un cône colluvial si on devait parler en termes plutôt adaptés à la géomorphologie, on va dire hors milieu glaciaire, quoi. Mais bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler précisément de géomorphologie. S'il y a des experts dans les commentaires, n'hésitez pas. On est surtout là pour faire des croquis d'interprétation. Donc, et là, ici, un grand cône de dépôt, hein, comme on l'a vu au début de la vidéo, qui est lié à la rivière de derrière, donc qui est finalement un peu l'équivalent de ces petits cônes qu'on retrouve ici et là. Donc ça, on va les dessiner. Donc, on va prendre notre outil de plume. On part d'ici. Voilà, tous les polygones qui sont autour. Je vais aussi sélectionner le petit là. Et on va retourner sur l'outil de construction. Voilà, donc on va créer le polygone qui est là. On rejoint ces deux-là. On rejoint ces deux-là. Ces deux-là. Ça aussi, ça aussi. Ça va ensemble. Et ça va ensemble. Voilà. Donc là, on a perdu les couleurs. Super. Donc lui, il est de la même couleur que lui. Lui, il est de la même couleur que lui. Et là, on a bien nos deux cônes de dépôt. À la limite, il nous faudra une couleur un peu intermédiaire. On va le mettre un tout petit peu plus foncé. Voilà, comme ça on comprend bien la perspective. On a deux cônes de dépôt. Si on veut garder un petit peu le même style, on va mettre cette couleur là.
cette couleur-là. Et au premier plan. Donc là, on va créer le cône de dépôt qui est au premier plan, qui est lié aussi à de l'alluvion. Faut que je me souvienne. La plume qui est ici. Voilà. Donc là, on part de là, là. Donc là, on va utiliser toujours la même manip. Hein. Ah, visiblement, vous voyez, on n'a plus le rectangle initial. J'ai dû le perdre dans une de mes manips. Donc on va la recréer. Toujours pareil, on essaye d'être à peu près pas mal sur les dimensions. Là, cette fois-ci, on va quand même mettre de la transparence pour pas être embêté et voir ce qui se passe derrière. Voilà. Hop. Donc là, on le place à 0, 70. On pense bien le mettre en 80 à 60. Voilà. Et là, on peut sélectionner ça et ça et ça. On va tout sélectionner, on s'embête pas. Et on va dire, ça on fait un polygone, ça aussi, ça il récupère les deux. Et on peut quasiment faire celui-là. Et pour le reste, c'est bon. On supprime ça. Donc, ah ok, je viens de comprendre ce qui s'est passé. Autant pour moi. C'est pour ça qu'il avait disparu juste avant. Donc là, ceux qu'on sélectionne, si on ne les recrée pas, après ils disparaissent. Donc on prend bien celui-ci, on prend bien le complet, et on va le faire en des étapes. Voilà, on sélectionne les deux, ça on le crée, ça on le crée. Et ce qui est en gris là, ça va disparaître. Voilà. Et là par contre, on sélectionne lui et lui. Et pareil, on va faire l'intersection. Et là on le crée. Et là on le crée aussi, sinon il va disparaître. Et voilà, là on est bon. Donc 1, 2. Non, Y et Y. On revient. Très bien. Donc là on est nickel. Ça, on va le donner la même couleur. Donc on va prendre la pipette. On va prendre la couleur qui est en premier plan. Et on va encore un petit peu le foncer. Comme ça on voit qu'il y a une notion de plan. À la limite, on va faire le contraire. On va mettre celui-là en clair. Celui-là un peu plus foncé, c'est nickel. Et celui-là encore un peu plus foncé. Voilà. Comme ça, là, on comprend mieux l'effet de profondeur et on est dans le même style. C'est nickel. Ce qui va nous manquer, c'est cette plaine ici. Donc là, on va venir faire un polygone qui va recouper les 4 polygones ici. Donc là, hop, on sélectionne ça. Non. On va recréer notre rectangle. Voilà. 0, 70, 80, 60. Hop. Transparence. Comme ça. Disposition. Là, on va le passer en arrière-plan. Je vous montre dans les calques. Vous voyez, il est tout en haut. On va le passer tout en bas. C'est uniquement pour pouvoir sélectionner simplement les autres calques qui sont au-dessus. Donc nous, ce qu'on va vouloir sélectionner, c'est celui-ci. Celui-là, celui-là, celui-là. Donc je maintiens mage. Celui-là et celui du fond. Donc il faudra bien repenser à sélectionner tout cela quand on va créer les couches. Vous voyez, on sélectionne bien lui, lui, lui. Ah, visiblement, ah ok, c'est pas jointif. Donc là, on va être embêté. CTRL Z. Donc il faut sélectionner le ciel. Il faudra bien les recréer indépendamment, il faudra bien y penser. Donc là, c'est à vous d'être bien vigilant à
sélectionner tout ce qui doit être sélectionné pour pas avoir ensuite de problème. Donc on crée bien ça, on crée bien ça, on crée bien ça, on crée bien ça, on crée bien ça. Et voilà. Bon, tant qu'à faire, on crée ça aussi. Voilà, impeccable. Donc là on a bien un polygone qui est indépendant. Qu'on va mettre du coup dans des couleurs bleutées puisque c'est les alluvions. On va choisir un bleu comme ça. On va aller le rendre beaucoup plus clair. Voilà. Ah, plutôt dans ces tons-là. Le ciel d'ailleurs, on va le mettre. Oh, quoique. On va le mettre blanc. Ah, c'est embêtant, ça fait très glace du coup. Bon, ça ira bien. Ça contraste bien le gris. Donc on va laisser gris. Et sur ça, on va juste créer un peu de transparence le temps 2. On va quand même redessiner le cours d'eau. Donc pour ça, on part d'ici. On lui met pas de fond, on lui met un contour bleu. Voilà. Ce qu'on fait, c'est que dans le style du contour, on va arrondir un peu tout ça. Voilà. Bon, après, à vous de gérer pour que ce soit pas trop vilain. Là, j'ai l'impression que c'est un peu moche, mais bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on le met en arrière-plan. En gros, l'idée, c'est qu'il n'y ait que ça qui soit devant. Donc ça, c'est quasiment en bas. Donc ça, on peut se permettre de le mettre juste en dessous. Voilà, comme ça, il part dans le paysage et il ne gêne pas la vision. Et ça, on le bascule. Donc pour la couleur, le fond. Et voilà, impeccable. Bon bah voilà, notre croquis est terminé. Donc on a notre cours d'eau, les dépôts. Ah, on a oublié le cône de dépôt, donc ça c'est important, on va quand même le représenter. Donc ce qu'il faut c'est mettre ça un peu en transparence pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc nous ce qu'on veut c'est créer un cône de dépôt qui soit comme ça. Moi je suis un peu... On va le faire un peu mieux quand même. Ouais, pour le moment, on va le mettre dans des teintes un peu vertes, simplement pour le reconnaître. On se posera la question après de comment on choisit les couleurs dans la légende. Donc voilà, on a réalisé le croquis. On passe à la légende. Donc toujours pareil, hein, pour le moment, hop, on bloque ça. On crée un nouveau calque juste ici, qu'on va appeler légende. Ajouter. Et qui va nous servir finalement à faire toute la légende ici. Donc là, on va faire quelque chose qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps. On va enregistrer notre document. Donc on va aller dans Fichier, Enregistrer sous. Donc c'est une étape que je vous conseille de faire à chaque fois que vous finissez une étape. Donc on aurait pu le faire avant de commencer le croquis, etc. Ça évite de perdre tout le travail qu'on a réalisé. Donc là, on va sur le bureau. On va aller chercher notre base de données. Pourquoi je ne la vois pas? Si, BD TD1 modélisation, impeccable. Donc là on l'enregistre bien, on a plein de formats possibles, mais on met svg inkscape.svg. Ce que ça signifie, c'est que ce svg là, le svg Inkscape, il vous permet à la fois de voir l'image et à la fois d'avoir
toute la donnée qui est à l'intérieur, c'est-à-dire tous les calques. Donc c'est très important que vous choisissiez bien le SVG Inkscape. Donc le nom du fichier, on va l'appeler croquis. Vos croquis TD1, MO, Jules, Bert. Donc vous noterez que je mets en majuscule les lettres du nom de famille et seulement la première lettre en majuscule pour le prénom. On enregistre, comme ça au moins il n'y a aucune ambiguïté sur ce que c'est. Donc évidemment, quand vous faites des travaux pour d'autres objectifs qu'un TD, vous l'appelez avec un nom plus pertinent. Mais nous ici, c'est celui-là qu'on va retenir. Donc à partir de là, on va travailler dans notre légende et on va notamment ajouter un titre. Donc ici, on va sélectionner outil texte. On clique une fois et vous voyez, on peut écrire. Donc là, on va l'appeler croquis. Un croquis d'interprétation photographique un petit essai croquis d'interprétation photographique de la vallée du glacier Fox. Voilà. Une parenthèse, Nouvelle-Zélande. Ça me paraît pas mal. Croquis d'inter. La vallée du glacier Fox, effectivement, on voit le glacier Fox au fond, on voit la vallée, on voit les versants, c'est pas mal. Donc là, on se pose la question de comment placer ce titre. Déjà, on va changer la couleur parce que vert, c'est pas joyeux. Donc on va mettre noir, c'est très bien. On va pouvoir sauter des lignes, par exemple ici. Et par exemple, ici. Voilà. Ensuite, dans le texte, donc il va falloir aller dans Objet. Non, dans texte, texte police, texte et police. Voilà. Donc on va le mettre en gras puisque c'est un titre. Donc ça on va appliquer. Ah, est-ce que ça c'est. Est-ce que. Bold. Bon, peut-être il est déjà appliqué. On va le mettre en 18. Applique. 18 c'est beaucoup. On va mettre 12 par exemple. Ok, c'est pas mal. Donc là on se rend compte que c'est un petit peu. Voilà. Allez. Du glacier Fox. Nouvelle-Zélande, ok. Ça peut le faire. On va l'augmenter encore un petit peu en taille. On va peut-être mettre 14. Appliquer. Ok, c'est pas mal 14. Et maintenant on veut centrer le texte. Et donc là, il faut le savoir, il suffit de recliquer une deuxième fois sur notre... enfin, de faire un double clic sur notre texte pour repasser en mode édition. Je vous conseille de tout sélectionner, sait-on jamais. Et alignement du texte, centré. Et voilà, c'est centré. On pourra aussi choisir de l'ajuster, mais ça va pas être très joli. D'ailleurs, il ne nous le propose pas. Voilà. Donc là, c'est pour nos titres. Donc on va créer maintenant des sous-titres et on va créer les cases qui correspondent à ces couleurs-là. Donc ça, on va aller directement à la fin puisque finalement vous avez tout ce qu'il vous faut. Si ce n'est qu'il va bien falloir penser à utiliser l'outil plume pour faire nos petits vecteurs comme ça. On maintient maj non contrôle, ce qui nous permet d'avoir des angles précis, notamment les angles à 90. Voilà. Si on veut faire des couleurs autres, je pense notamment, donc là on va aller dans contour, pas de fond, contour, oui,
et un noir, voilà. Donc, je pense notamment la seule chose à modifier ici avec le point là, on vient descendre le point, donc on maintient CTRL pour ajuster comme il faut. Donc on pensera bien à mettre tout ça au second plan par rapport à nos petits rectangles pour que ça passe devant. Et donc je vous retrouve directement à la fin. Et voilà, après quelques lignes, quelques cases et quelques coups de pipette, on arrive à ce schéma final. Donc vous voyez que j'ai rajouté quelques petits éléments, notamment concernant l'érosion. Donc comment est-ce que j'ai organisé ça? Déjà, pour la mise en page, on peut le décocher. Maintenant, ce n'est plus utile. Ça nous a permis un peu de placer nos éléments, mais maintenant c'est bon. Donc on constate qu'on a des éléments qui sont liés à la géologie. Donc c'est toute la déclinaison de rouge qui va du premier au quatrième plan. Donc au premier plan on est sur les couleurs les plus claires et au quatrième sur les couleurs les plus foncées. Donc on voit bien premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan. Et c'est pareil pour tout. Donc en géomorphologie on a les formes liées à l'érosion. Donc là c'est simplement des départs de la paroi qu'on peut constater ici. Les formes qui sont liées au transport, donc c'est notamment le glacier au quatrième plan, le lit mineur et le lit majeur qui sont au second plan. On a aussi des formes liées à la sédimentation, donc des cônes de déjection, le principal depuis lequel on a pris la photo, et ensuite un deuxième qui se trouve entre les deux petits morceaux de montagne ici. Ça se voit aussi là. Voilà, on a un morceau à l'arrière et le morceau du deuxième plan, et on a un cône de déjection entre les deux. Et le troisième, celui qui est au troisième plan, on l'a vu aussi, c'est celui qui est ici, donc c'est celui qui est là, on voit bien qu'il est en arrière de celui-ci, et de toute façon c'est lié aux observations de terrain. Et enfin les éboulis, donc on voit le principal lié à un gros glissement de terrain ici, et un secondaire ici qui commence à être largement végétalisé, mais on voit qu'il est un petit peu rajeuni ici par les différents blocs qui peuvent tomber de la paroi. Donc voilà, j'ai pris le parti de finalement enlever le fond au niveau du ciel, de griser un petit peu le glacier. Voilà, c'est évidemment sur le placement, on pourrait être un petit peu plus précis, mais ça sera l'objet des prochaines séances. Là, c'est déjà pas mal, donc si vous me faites ça, ça sera nickel. Une fois qu'on a fait tout ça, on vient enregistrer notre travail et on vient aussi l'exporter. On vient l'exporter, donc longueur, largeur. Est-ce que je peux l'exporter? Je préférais l'exporter en JPEG, voilà, et en 300 ppp, qui est à mon avis un format qui est plus adapté et dans lequel on pourra intégrer dans notre travail. Donc le fond, on va choisir pour une fois. Vous verrez que très largement, je choisis de mettre un fond transparent. Là, pour une fois, je vais choisir un fond blanc. Donc, je vais augmenter la saturation au maximum. Voilà. Et on va exporter. Donc, vous voyez, la petite image, elle est passée en blanc. Donc, ça s'est mis automatiquement dans le fichier où j'avais mon point SVG. Si j'avais voulu l'avoir ailleurs, je l'aurais mis ailleurs. Donc, ici, on a donc notre photo de départ, notre fichier SVG qui pourra être utilisé, on va le voir juste après, pour revenir travailler dans notre travail, et notre croquis qu'on peut ouvrir pour le visualiser entièrement. Et donc ce qui est intéressant du fait de l'avoir fait sur ce format-là, donc là on ne peut pas vraiment le constater, mais on va ouvrir Word. En même temps, on va fermer notre fichier SVG. Donc fermer, on va enregistrer quand même par acquis de conscience en partant. Et surtout, c'est de s'imaginer qu'on peut rouvrir Inkscape. Donc là, hop, je mets ça sur le côté. Je glisse, donc là, je marque un peu de texte. Hop, je glisse ma figure. Et donc là, elle est parfaitement adaptée à une page.
Donc là, elle se met normalement, voilà, automatiquement à peu près en 16. Donc moi, j'aime bien la modifier pour qu'elle soit pile en 16. Et généralement, voilà, elle est plutôt bien adaptée à être intégrée directement dans un texte. Et ensuite, on peut faire notre commentaire en dessous. Voilà. Et vous voyez, c'est tout à fait lisible parce que je l'ai mis le texte ici en 10, le texte secondaire en 12 et les titres de partie, donc géologie et érosion, en 14. Le titre, on l'a vu tout à l'heure, c'était en gras et c'était aussi en 14. Les textes ici en 10. Et donc, de cette manière, je sais qu'à l'export et dans le format dans lequel je l'ai créé, c'est-à-dire 16 cm par 13 cm, eh bien, c'est parfaitement lisible. Puisque 10, c'est ce qui est en général recommandé pour les petits textes quand on travaille. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est grâce au fichier SVG qu'on a sauvegardé en format Inkscape, on peut ouvrir un document, donc on fait parcourir, hop, parce que bon, évidemment, il me propose le dernier, donc je ne vais pas cliquer dessus, sinon, parce qu'imaginons qu'on veut reprendre le travail dans longtemps. Et là, on peut aller choisir notre fichier en SVG. Vous voyez, j'ai cliqué dessus, c'est bien marqué .svg à la fin. On l'ouvre. Et on peut reprendre le travail là où on l'a laissé, puisqu'on a toujours accès à l'intégralité des calques. Donc ça prend un petit peu de temps. Et voilà, on revient là. On est pile poil là où on s'était arrêté. On a bien tout comme il faut. Et si on veut faire des modifs, on peut les faire. J'ai une petite impression, c'est que lors de mon export, j'ai pas exporté avec le plan de travail. Donc on va juste vérifier ça, exporter. Parce que vous voyez, ah si, ça a l'air d'être correct. D'accord, autant pour moi. Attendez, vous voyez, ça l'a exporté en rognant sur les bords. C'est pour ça que j'avais une petite différence. Donc, comment modifier ça? Voilà, au lieu de faire page, pour tout exporter, personnaliser. Bon, on va faire document, on va tenter comme ça. Je réexporte une deuxième fois juste pour vérifier si ça marche mieux. Ah oui, cette fois-ci je l'ai fait en PNG, je ne l'ai pas modifié, c'est pas bien grave. Photo. J'ai le même souci, ça je suis embêté. Donc, pour éviter ce problème-là, on va juste rajouter un rectangle. Voilà. Ce rectangle, on va bien le mettre en 0, 0, en 160 par 130. On va lui ajouter, enfin on va le mettre en transparent comme ça et en transparent comme ça. Donc, et le fond et le contour. Ce qui fait qu'il est parfaitement invisible. Mais par contre, le fait qu'il existe, au niveau de l'export, normalement, ça va régler ce problème-là. Exporter. Et vous voyez, bon, de toute façon, on avait déjà ça tout à l'heure, donc ça, c'est pas un gage de qualité. On va le faire en JPEG. Voilà, il va nous dire, ah, ça va écraser, on fait remplacer. Et voilà. Et celui-là, on voit bien que ça a réglé le problème. On a bien notre bordure sur le côté. Donc c'est pas rogné. Donc là, plus aucun souci, ça fera bien 16 par 13 pile poil. Donc pensez bien à faire cette étape-là. Et puis voilà, maintenant j'attends vos productions. Donc d'abord celle-ci en cours pour vous entraîner. Et ensuite à la maison une image personnelle. Voilà, bon courage.